Varsovie est leader polonais. Vous avez remarqué qu'il parle français presque aussi bien que je parle polonais. Ça, c'est quand même quelque chose à noter. Et nous avons évidemment, nous sommes très fiers d'avoir son témoignage parce qu'il veut dire beaucoup. Mes chers amis, nous arrivons à quelques instants du grand discours de Valérie Pécresse et je voudrais d'abord vous remercier, vous, d'être venus cet après-midi aussi nombreux des quatre coins de la France. Je pense que vous pouvez vous applaudir bien fort car c'est une véritable démonstration de force que vous faites cet après-midi. Cette force est celle de la dynamique qui a été instaurée par Valérie durant tout cet été. Et puis je voudrais également vous demander de réserver quelques applaudissements pour tous ceux qui ont organisé ici sur place en Corrèze, pour tous les militants, pour Julien Bouilly en particulier, maître conseiller départemental de Corrèze, pour Frédéric Meunier, pour Frédéric Soulier qui nous accueille également, pour Claude Mougin, notre sénateur, à qui nous pensons bien fort. Parce que vraiment, l'accueil que vous nous avez réservé aujourd'hui, c'est un accueil extraordinaire, c'est un accueil qu'on ne peut pas oublier. Et quand, dans 8 mois, nous aurons gagné, nous saurons nous souvenir que le point d'orgue de cette campagne, il aura démarré ici. Et nous sommes très heureux de revenir à nouveau pour la 3e année à Brive-la-Gaillarde. Alors, vous pouvez applaudir tous les Corréziens, parce que cette terre de Corrèze, cette terre chiracienne, elle a en elle énormément d'énergie. Et cette énergie, nous en avons vraiment besoin parce que les défis qui sont devant nous, ils sont immenses. C'est vrai que face au bilan de ces 5 dernières années, on se dit que Emmanuel Macron aura au moins réussi une chose extraordinaire, c'est à faire passer François Hollande presque pour un président réformateur. Et là, on se dit que vraiment, il est très fort, cet Emmanuel Macron. Alors nous avons cet après-midi la chance d'avoir un public énorme pour un discours extraordinaire. Je voudrais également saluer la présence parmi nous de Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, presque maire de Bordeaux, et qui redeviendra maire de Bordeaux. Il est là, vous pouvez l'applaudir. Il y a également beaucoup de militants bordelais qui ont fait le déplacement. Et on est très heureux, très fiers d'avoir son soutien également. Et puis, mes chers amis, vous l'avez compris, nous avons parmi nous une équipe de jeunes extraordinaires. Vous pouvez les applaudir. Ils sont là, ils sont partout. Ils sont venus très nombreux. Et donc, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir sur scène celle que vous attendez toutes et tous, notre présidente, Valérie Pécresse. Mesdames et messieurs les élus, chers amis corréziens, qui une nouvelle fois nous accueillez avec tant de chaleur. Chers amis, le soleil de Brive est là. Nous allons faire de belles choses ensemble. Et ça commence maintenant. Merci de tout cœur d'avoir répondu à notre appel. Vous êtes venus de loin, vous êtes venus de loin pour la France et pour cette amitié qui nous lie. Alors quand je vous vois si nombreux, je pense à Jacques Chirac qui disait « Brive c'est beau, mais c'est loin ». Et je pense au film de Patrice Chéreau, « Ceux qui m'aiment prendront le train ».
Alors moi aussi, je vous aime. Et alors que la menace du Covid pèse toujours sur le pays, je vous propose d'avoir une pensée particulière parce que je sais que nous en avons dans cette salle pour nos compatriotes d'outre-mer, dont les hôpitaux sont en ce moment submergés par une crise en grade de variants solidarité. C'est ensemble que nous gagnerons la bataille sanitaire. Chers amis, je veux dire un grand merci à toutes celles et tous ceux qui me témoignent de leur soutien et de leur confiance dans cette campagne présidentielle. Merci au président du Sénat, Gérard Larcher, de son affection si fidèle. Merci à Rafał Trzaskowski, le maire de Varsovie, pour son amitié. Il incarne l'espoir d'une droite polonaise ouverte et fière d'être européenne. Merci à tous les participants des tables rondes qui nous ont fait l'honneur de leur présence et de leur expertise. Avec eux, nous ouvrons les portes et les fenêtres de la pensée pour construire un projet audacieux pour la France. En juillet et en août, j'ai multiplié les déplacements. Je suis partie du plateau 2000H. Je suis allée à Dreux, à Nice, à Marseille, Niort, Limoges, Saint-Brieuc, Bordeaux, Nancy et tant d'autres lieux encore. J'ai voulu écouter mes compatriotes, discuter avec eux, tester mes propositions. J'ai entendu la colère. J'ai vu des regards atteints, mais dignes. J'ai vu aussi des Français rayonnants d'optimisme. Et à chaque fois, je me suis dit, quel sacré peuple. Alors, c'est ici, à Brive, sur cette terre de Corrèze, terre de granit et d'ardoise, de maquisards et de justes, que je viens amplifier ma campagne présidentielle. Ancrée dans ces paysages et ces villages, je suis touchée par la beauté de notre pays. Et je m'alarme de le voir abîmé par le dérèglement climatique et le massacre de sa nature. Les incendies qui ont ravagé cet été dans le Var, le splendide massif des Morts, sont une atteinte au vrai droit du sol, qu'est notre patrimoine naturel. Alors je veux aussi, cet après-midi, avec vous, rendre un hommage vibrant à nos combattants du feu, qui ont été sur tous les fronts de la Méditerranée, et je vous propose de les applaudir. Lorsqu'on aime sa patrie, on choisit l'écologie. L'écologie des solutions concrètes. Celle qui protège nos forêts, nos rivières, celle qui sort des énergies fossiles en aidant les Français à changer leurs véhicules polluants ou nos entreprises à changer leur mode de production. Celle qui produit local, celle qui produit en France. Celle qui développe les énergies renouvelables, mais qui réinvestit aussi notre filière d'excellence nucléaire. Celle qui, face aux pays qui ne respectent pas nos normes environnementales, impose une véritable taxe de carbone aux frontières de l'Europe. Mes amis, à l'heure où j'engage pour la France tout ce que je suis, je pense à un Corrézien. Je vois son visage, un Corrézien qui m'a tant donné, un Corrézien qui nous a tant donné, Jacques Chirac. Il m'a appris que la politique, c'était d'abord une histoire de cœur avec les Français. Bien loin de la posture jupitérienne du président actuel qui a creusé un fossé entre le pouvoir et le peuple. Alors une autre façon de présider existe. Ma présidence, elle sera plus arbitrale, plus sobre, plus collective et, disons-le, moins égocentrée et moins bavarde.
qui se sont si souvent trompés que tout est joué pour la présidentielle. Mais ne les écoutez pas, aucune élection n'a jamais été jouée 8 mois à l'avance. Alors préparez vos bulletins de vote. Ensemble, nous allons chambouler ce scénario usé Macron-Le Pen dont les Français ne veulent pas. Ensemble, nous allons mettre un terme au duel entre l'immobilisme et la démagogie. En quelques semaines, de passer du refus radical de l'Europe et de l'euro à leur acceptation, qui parle de rembourser la dette, mais qui veut ramener la retraite à 60 ans. C'est une candidate sans colonne vertébrale. En Île-de-France, en assumant les valeurs fortes qui sont celles d'une droite qui sait ce qu'elle veut, j'ai renvoyé son jeune poulain à la case départ. Ouais. Il y a une chose essentielle que je veux dire aux Français. Être une grande nation, ça n'est pas être seul au monde. Ce n'est pas vivre en autarcie. Être une grande nation, c'est être au premier rang. C'est pouvoir rivaliser avec les meilleurs dans la compétition internationale. C'est être capable de diriger l'Europe et non pas de la faire dérailler. Alors oui, l'extrême droite n'est pas là pour résoudre vos problèmes, mais pour les exploiter à travers sa double obsession, le repli et le rejet. L'extrême droite, c'est la France en petit. Et j'ajoute que c'est la France en désordre, car dans son projet, je ne vois pas la force de la République, mais la peur. Je ne vois pas l'union nationale, mais la désunion nationale. Voilà pour la démagogie, maintenant parlons de l'immobilisme. J'affirme avec regret que le quinquennat qui s'achève aura été un quinquennat pour presque rien. La pandémie Covid ne doit pas masquer l'état réel du pays, avec ses violences, ses fractures et ses blocages. Qu'auront-elles donné à la France ces années Macron? Sommes-nous mieux protégés? En 2020, on comptait 260 000 victimes de coups et blessures volontaires, 50 000 de plus qu'il y a 5 ans. Avons-nous fait reculer le fanatisme? L'année dernière, 8 000 personnes étaient fichées pour radicalisation à caractère terroriste. Sommes-nous sortis du chômage de masse? Non. Avec près de 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, nous sommes vraiment loin du compte. Alors je sais bien que la crise sanitaire a bousculé le quinquennat, mais le temps est venu pour Emmanuel Macron d'assumer son bilan. La réforme gâchée des retraites, ce n'est pas la Covid, c'est le gouvernement et son amateurisme. L'absence totale de réforme de l'État, ça n'est pas la Covid, c'est le gouvernement et son manque de volonté. Durant 3 ans, l'État n'a jamais réduit ses effectifs, jamais diminué ses structures, jamais fait confiance aux élus locaux. À force de vouloir faire tout, il devient le bouc émissaire de tous. Et puis la montée des communautarismes qui fracturent la nation et la laïcité, ça n'est pas non plus la Covid. C'est la rançon de 3 années d'aveuglement. Emmanuel Macron prétend qu'il n'y a pas de culture française, mais des cultures en France. Il qualifie l'assimilation des étrangers de problématique, alors qu'elle figure comme une obligation dans notre code civil depuis 2 siècles. Rien d'étonnant que de voir ensuite les minorités réclamer de la République qu'elles se mettent à genoux. Et que dire de l'insécurité et du terrorisme? La délinquance pourrit la vie de quartiers entiers tenus sous la coupe des trafiquants. À Marseille, les mafieux tirent sur des adolescents. À Conflans-Sainte-Honorine, un islamiste décapite un enseignant parce qu'il a voulu enseigner la laïcité. Quant à l'immigration irrégulière, elle est massive et débordante. Sur 8 étrangers interpellés en situation irrégulière, un seul est renvoyé de notre territoire. Il faut le dire, il y a des lieux en France
où la France n'existe plus, ni par ses lois, ni dans son mode de vie. Des zones de non-France. Et croyez-moi, les habitants de ces quartiers, qui pourtant viennent souvent des 4 coins du monde, ils en ont plus qu'assez. Alors je veux parler pour ces familles des quartiers populaires qui veulent de l'ordre, de l'éducation pour leurs enfants et du travail. Elles veulent la République, la vraie, c'est qu'il n'est ni une passoire, ni une pétaudière. Le gouvernement n'a pas pris ces sujets à bras le corps. L'impunité fait des ravages. La justice est sous l'eau et personne ne vient à son secours. La police est un jour félicitée, le lendemain suspectée de racisme. Un jour on vide les prisons faute de place, le lendemain on ordonne de multiplier les interpellations. Alors oui, Monsieur le Président, sur ces sujets qui touchent au cœur de la République, votre en même temps, c'est votre échec. Et que dire de la politique étrangère? Jacques Chirac avait une voix respectée dans le monde arabe. Il a refusé la guerre en Irak. Nicolas Sarkozy a été en première ligne lors de la crise économique mondiale. Que restera-t-il des années Macron en matière de diplomatie? À la table internationale, le rapport de force compte autant que la capacité à construire des alliances. Sans jamais nous consulter, Donald Trump et Joe Biden ont laissé tomber l'Afghanistan. Tous deux avaient le choix entre la guerre contre les talibans ou le déshonneur. Ils ont choisi le déshonneur et je crains que la guerre ne soit pas finie pour autant. Car que vaut la parole d'un taliban qui dit qu'il n'en veut à personne sauf à son peuple et à ses femmes condamnées à être recluses et sacrifiées? Alors de ce départ en catastrophe de Kaboul, 2 leçons doivent être tirées. La première, c'est que la guerre contre le terrorisme islamiste continue. Et il est hors de question de baisser la garde. À nos soldats qui nous protègent le péril de leur vie, nous continuons toujours sur l'époque d'un La seconde leçon, c'est que les Américains sont nos amis, nos alliés, et que la France ne doit être la vassale de personne. J'assurerai son indépendance et je me battrai pour que l'Europe ait le courage d'assumer sa puissance, qu'elle cesse d'être le ventre mou du monde, qu'elle se concentre sur la protection des Européens et qu'elle assume sans complexe la préférence européenne et la réciprocité dans les échanges internationaux. Nous n'avons pas fait l'Union européenne pour qu'elle s'occupe de la taille des cages à lapins, mais pour défendre la civilisation européenne. J'arrête ici l'inventaire du quinquennat. Vous l'aurez compris, en 2022, le candidat pour presque rien ne doit pas être président plus longtemps. Vous l'avez fait, le formateur, il l'aime moins que moi. Il voudrait ressembler à la droite, il n'en est que la pâle copie. Je suis avec vous, l'original. Il est déjà le passé, nous serons l'alternance, nous serons l'avenir. Alors mes amis, face à l'immobilisme et à la démagogie, je vous propose de rompre avec l'impuissance et de retrouver notre fierté française. Une fierté française qui remet de l'ordre et qui redonne l'espoir. Face à la violence, mon combat sera implacable et mon soutien aux forces de l'ordre indéfectible. L'urgence, c'est notre justice.
à qui je veux donner les moyens de défendre vraiment les victimes. Comparution immédiate systématique pour les flagrants délits, jugement rendu en moins de 6 mois pour toutes les violences du quotidien, peine exécutée dans les 3 mois, des travaux d'intérêt général aux peines de prison. Et face à la cruauté des féminicides, je voudrais voir comme en Espagne, les violences conjugales instruites en 72 heures et jugées dans les 15 jours. Souvenez-vous, l'individu qui a giflé le président de la République fut dans l'heure mené devant un juge et immédiatement emprisonné, ce qui est juste. Mais ça le serait davantage si les atteintes à toutes les victimes, bien moins célèbres, étaient traitées avec la même efficacité. Je le dis, un pays sans sanctions dissuasives et rapides, c'est un état de droit bafoué et injuste. L'Europe, c'est aussi pour moi une république qui n'est pas débordée par une immigration incontrôlée pilotée par des réseaux mafieux. Il faut stopper l'immigration actuelle. Tous nos dispositifs sont dévoyés. La place d'un clandestin, c'est dans un charter pour retourner chez nous. Les demandeurs d'asile devraient déposer leurs demandes dans nos ambassades ou à la frontière. Et pour ceux qui ne le feront pas, être placés dans des centres dédiés pour en finir avec le scandale du maintien en France des demandeurs déboutés. Le droit d'asile qui protège les persécutés est sacré. Mais il ne peut pas être détourné par l'immigration illégale. Notre pays n'a pas les moyens d'accueillir toute la misère du monde, d'où la nécessité d'imposer des quotas. Je ne veux pas que la France devienne une société éclatée et défrancisée. Nous avons une identité, des coutumes, une culture, tout ceci doit être protégé. Pour obtenir un titre de séjour, il faudra désormais réussir un examen de français et s'engager à respecter nos valeurs comme le font nos voisins allemands. Il faudra avoir résidé régulièrement 5 ans en France avant de pouvoir bénéficier de nos prestations sociales. Quand on vient en France, on ne le fait pas pour avoir des allocations, mais parce qu'on est prêt à se retrousser les manches et à aimer notre pays. Voilà. Il y a l'ordre et puis l'espoir. Et l'espoir, c'est d'abord la liberté. Si la droite n'est plus capable de vouloir la liberté, si elle n'ose plus célébrer les entrepreneurs, les créatifs, les créateurs, l'initiative, le progrès, qui le fera? Pour moi, la liberté, comme disait Georges Pompidou, c'est d'arrêter d'emmerder les Français. On étouffe sous les lois, les décrets, les circulaires. Il faut s'attaquer à l'enfer bureaucratique, supprimer toutes ces agences qui ne servent pas à grand-chose, simplifier les normes du code de travail au code de l'urbanisme qui ralentissent tous les projets. Je mettrai en place un comité de la hache pour supprimer les règles inutiles et les gaspillages. Un vent de liberté doit aussi souffler sur l'économie française. Je veux une société d'innovation. Pas une société de la précaution excessive qui conduit nos chercheurs et nos entrepreneurs les plus audacieux à l'exil. Je redonnerai ces lettres de noblesse au dialogue social qui a été mis de côté par le président de la République, un dialogue social à la fois national et par entreprise, sur la question du temps de travail, mais aussi du statut du télétravailleur ou de la participation des salariés au capital de leur entreprise. La participation, une idée toujours neuve, d'ici à 5 ans, je demanderai que toutes les sociétés cotées atteignent le seuil de 10% de leur capital détenu par leurs salariés. Bravo. Réconcilier le capital et le travail, c'est au cœur de mon projet. Assumons aussi que, sauf nécessité absolue, il faut arrêter avec l'État actionnaire. Je propose d'engager la privatisation dans des entreprises concurrentielles non stratégiques,
En vendant les parts de l'État, ce sont plusieurs dizaines de milliards d'euros qui pourront être réinvestis dans nos services publics et dans les secteurs d'avenir, sur tout le territoire national. Les infrastructures de transport, la fibre, les technologies quantiques, les thérapies innovantes, les vaccins, l'énergie du futur. Et je veux le dire ici, en Corrèze, les territoires ruraux ne sont pas les vestiges de la France d'hier, bien au contraire. Avec une politique d'aménagement volontaire, l'avenir est entre leurs mains et vous le montrez tous les jours. Il n'y a pas de fierté française sans souveraineté économique. Nous devons défendre nos intérêts en Europe, soutenir notre agriculture qui garantit notre souveraineté et notre sécurité alimentaire, réindustrialiser notre pays. Une France sans usines, c'est une vision suicidaire. Et l'arrêt récent des usines françaises de Toyota et de Renault du fait d'une pénurie de semi-conducteurs asiatiques montre, s'il le fallait, la dépendance à laquelle nous a conduit cette tragique désindustrialisation. Alors mes amis, s'il y a dans notre pays un besoin de libérer les énergies, je sens aussi une soif immense de dignité. La première dignité, c'est de pouvoir vivre de son travail. Et pour cela, il faut que le travail paye. Il faut que le travail paye plus que l'assistance. Il faut que le travail paye plus que l'économie souterraine. Donnons-nous pour objectif que le salaire net perçu par la majorité des Français progresse d'au moins 10%, mais sans que cela coûte plus cher à nos entreprises. C'est possible. Je ne me résous pas à ce que le pouvoir d'achat des Français soit inférieur à celui de nos voisins allemands. Vivre dignement de son travail, c'est aussi pour ces retraités qui ont cotisé toute leur vie et qui ont commencé parfois à travailler très tôt, d'avoir le droit à une retraite décente. Alors oui, nous allons devoir faire une réforme courageuse des retraites le prochain mandat. Oui, nous allons devoir travailler plus longtemps. Mais à ces retraités qui ont cotisé toute leur vie et qui ont travaillé très tôt, nous devons garantir une retraite au moins équivalente au SMIC. Je serai aussi la candidate des familles de France. Ah, la famille, plus personne n'ose en parler. Depuis François Hollande, les prestations ont été rabotées, surtout pour les classes moyennes. Pourtant, favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, cela suppose d'aider puissamment les familles et de doubler les crédits d'impôt pour permettre le maintien à domicile de nos aînés aussi longtemps qu'ils le souhaitent, pour l'accueil des jeunes enfants, pour la prise en charge des situations de handicap. Nous devons en effet fortement développer les services à la personne. Cela développe de l'emploi de proximité et ça aide les familles à s'épanouir et ça rompt avec la dénatalité. Et je le dis car cela me tient aussi à cœur. Nous déconjugaliserons l'allocation adulte handicapé. Bien. Parce qu'aujourd'hui, certains sont pénalisés s'ils se mettent en couple. Vous vous rendez compte? C'est une question de dignité. Enfin, la France exige un sursaut national pour son école. Je veux une nation éducative qui conjugue excellence et égalité des chances. Oui, il faudra rétablir la discipline et le respect du professeur. Ensuite, donner l'autonomie aux chefs d'établissement pour qu'ils puissent choisir leurs équipes et leurs projets pédagogiques. Enfin, je créerai une réserve éducative de professeurs retraités mobilisés pour l'aide aux devoirs pour tous. Il faut conjuguer excellence et égalité des chances à l'école.
force de mon projet. Avec mes équipes, nous y travaillons d'arrache-pied, car le jour d'après l'élection présidentielle, tout doit être prêt. Je n'ai pas la réputation de faire dans l'improvisation. Ce que je dis, je le fais et je le fais vite. Avec la méticulosité qu'on accorde, paraît-il, aux femmes. Et on va en avoir besoin. Ce que je suis devenue, je vous le dois, mais je l'ai voulu. Je suis prête. Toutes les volontés d'où qu'elles viennent. Parce que c'est ma nature, je jouerai toujours collectif. Mais parce que c'est mon devoir, je préfère prévenir, je suis là pour gagner. Je rêve de voir mon pays retrouver sa flamme et ce sourire, celui qui appartient aux peuples qui sont debout et qui réussissent. J'en fais le serment. À vous, comme à tous les Français, je donnerai tout. Ma détermination, ma passion, mon courage d'agir, mais aussi la tendresse pour un pays qui mérite d'être réconforté et respecté. Oui, ce respect, mes amis, vous y avez droit. Exigez ce respect, exigez-le de tous ceux qui vous disent que la France est fichue, et vous avec. Non, rien n'est fichu. Exigez ce respect, exigez-le résolument de ceux qui veulent déconstruire notre histoire et qui veulent déboulonner nos statuts. Exigez le respect de ceux qui vous instillent de vous repentir. Vous n'avez pas à vous excuser d'avoir eu des héros. Des héritiers de Jeanne d'Arc et de Gaulle, de Molière et de Louis Pasteur. Vous n'avez pas à marcher à l'ombre. Vous êtes du pays qui, dans le monde, a fait rayonner les droits universels de l'homme. Que je veux restaurer. Parce qu'une nation fière, c'est une nation qui va de l'avant, qui ne tremble pas devant l'adversité. C'est une nation unique et universelle qui parle au monde. Sa voix est entendue de ses alliés, mais de ses adversaires aussi. Et surtout par toutes les femmes et les hommes qui sont persécutés, brimés et qui rêvent de liberté. Ne doute pas, ne tremble pas. Ton pays est splendide. Sa culture, ses paysages, sa science, sa bravoure légendaire te porteront. Dans son histoire, la France a connu des tempêtes, des coups durs, mais elle s'est toujours relevée. Soyez fiers d'être français. Battez-vous pour ce privilège, pour cette chance d'avoir tricolore, fraternelle, audacieuse, celle qui file vers de nouvelles espérances. Pour vous, avec vous, je veux percuter le défaitisme et la morosité. Retrouvons-nous pour faire triompher la fierté et l'action.
Fonçons, doublons les défenseurs du statu quo et ceux qui marchent à petits pas. La France en tête, la France au premier rang. Voilà ce que je propose. Voilà pourquoi je me bats avec toute la détermination d'une Française qui a la liberté, l'égalité, la fraternité au cœur et qui proclame avec force vive la République et vive la France. Madame la Présidente, j'ai des photos à faire avec les gens pour le ballon.